Bienvenue au château de Biron. C'est un des châteaux classés monuments historiques et symbole de puissance, d'influence de grandes familles dans le Périgord. Il existe toujours des puissances, des symboles de puissance et d'influence. La forme a changé, mais le fond reste toujours le même. Voici l'entrée du château. Meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so Je viens de terminer mon petit tour au niveau du château. La première chose qui m'a marqué, le fait qu'il soit surplombé. Ça, c'est pas étonnant par la position stratégique de la plupart des forteresses, des châteaux qui ont aussi un point de vue sécuritaire et qui ont besoin stratégiquement d'être en hauteur pour pouvoir voir ce qui se passe et notamment voir l'ennemi. Et asseoir symboliquement une sorte de domination de par sa hauteur. Donc le château de Biron qui est juste derrière moi, comme je l'ai dit, la première chose qui m'a frappée, c'est le fait qu'il soit en hauteur, donc qu'il domine sur son promontoire. Le promontoire, c'est un lieu qui domine sur une autre terre ou sur la mer. Ce qui m'a étonnée, c'est qu'il y a tout de même des habitations. Il y a des personnes qui vivent aux alentours, immédiates du château, et même des gîtes. Restaurants, etc. C'est un petit peu normal puisque c'est un monument historique, donc touristique, et il faut bien des moyens financiers pour pouvoir l'entretenir. Et donc ces moyens financiers viennent grâce au tourisme alentour. Alors au niveau de l'architecture, je suis très inculte au niveau de la reconnaissance du type d'architecture en fonction de l'époque. Vous savez, il y a le Moyen-Âge, la Renaissance, toutes ces époques-là. Là, je sens, par mon ignorance, mais disons qu'intuitivement, je sens que ce château-là et surtout les environs ont été bâtis au fur et à mesure des siècles. Ce n'est pas en une seule époque que tout a été édifié. Il me semble que les bâtisses environnantes sont la résultante de constructions qui se sont faites au fur et à mesure des siècles et non pas en une seule fois. On sent que ça a été entretenu, mais qu'il y a tout de même une certaine authenticité qui est restée au fur et à mesure du temps. Je ne suis pas allée visiter l'intérieur du château. De toute façon, c'est fermé. Là, ce sont les vacances scolaires. Et puis, on est en tout début d'année, donc c'est encore fermé. Là, la famille Goton-Biron a plus ou moins régné durant plusieurs siècles, presque 1000 ans, entre 8 et 10 siècles. Il y a eu une histoire, justement je l'ai lu à l'entrée, il y a une histoire du fait qu'il y a autour du château de Biron une sorte de légende du baron qui a trahi le roi, je ne sais plus quel roi, et qui a été décapité. Et depuis, il y a une sorte
légende comme quoi le château serait hanté et qu'à chaque anniversaire de sa mort, du jour ou de la nuit de sa décapitation, il vient hanter le château, et c'est ce qui fait un petit peu l'attraction des histoires des villageois de Biron. Quoi qu'il en soit, cette méfiance par rapport à cette trahison, je ne sais pas ce qu'il a fait, ce qu'a fait cette personne-là, la confiance a été rétablie grâce justement à ces familles-là, durant des siècles, par des jeux d'influence, de manipulation, et puis de savoir bien s'entourer des bonnes familles, avec les bons pouvoirs. C'est un petit peu l'histoire des puissances et du pouvoir de l'humanité. En tout cas là, c'est assez impressionnant de pouvoir régner autant, et surtout après cette légende-là et cette trahison qui a fait en quelque sorte décroître la crédibilité et surtout la confiance qu'avaient les villageois. Ce que je vais dire, c'est vraiment n'est pas du tout fondé sur aucune recherche, aucune connaissance, mais c'est lié à des observations juxtaposées, et que j'ai l'impression, je dis bien que c'est une impression, un des systèmes, donc déjà historique en France, on ne parle pas de l'Europe, disons que je vais parler de la France, qui a peut-être le plus fonctionné, je ne sais pas si ça a fonctionné, mais disons que c'est plutôt la royauté qui conviendrait à la mentalité. Un système féodal. Donc ce château-là représentait une certaine force d'attraction, une force militaire, et donc ça attirait des personnes autour qui s'installaient, donc les villageois qui s'installaient autour du donjon pour chercher cette protection militaire, puisqu'il y avait tout le temps des invasions, des guerres, tout le temps, et on ne savait pas comment ni pourquoi. Bref, c'est un petit peu comme le principe du mouton. Vous pouvez fonctionner librement, mais vous n'êtes pas en sécurité. Pour rechercher la sécurité, il fallait être sous la domination, sous la protection, et donc sous la domination de cette famille et de cet ancrage de puissance. C'est ce qui fait la protection militaire. Et donc, pour avoir la protection, il fallait travailler pour. Tout comme dans les sociétés plus ou moins à caractère tribal, je dirais, où ce n'était pas un système féodal très hiérarchisé, où chacun était à sa place, où le peuple était capable de décapiter le roi, était capable de faire en sorte de se révolter pour décapiter le roi, peu importe. Peu importe ce qu'il y a derrière l'histoire, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Mais il y a en fait ce système de recherche de protection, mais au niveau d'un royaume. On a besoin d'un roi que l'on va suivre et pour lequel la hiérarchie est très importante, mais surtout le système de répartition économique va être justifié de par cette protection-là. Ce qui est intéressant dans l'histoire aussi, c'est que la plupart de ce qui vient aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui, peut-être de la mentalité, même du système, du fonctionnement organisationnel du système, des choix juridiques, des choix administratifs, des choix au niveau des lois, viennent certainement quelque part de cela. Ne serait-ce que l'exemple des impôts, sans parler des lois maritimes qui viennent encore plus en amont. Je vous invite à vous renseigner dessus, les lois des pirates qui juxtaposent la plupart de la jurisprudence, de la juridiction et des lois de la France et des pays réglementés en général. Alors même si aujourd'hui l'intérieur du château est fermé, j'ai vu qu'en été ils organisent des animations. Des animations en fait assez intéressantes qui combinent l'histoire, les contes et aussi un petit peu le mode de vie de l'époque. Par exemple, il y a des animations autour de la frappe de la monnaie.
Donc je pense qu'il y a des ateliers pour les enfants qui pourraient vouloir frapper, mais vraiment leur monnaie. Non seulement ils participent à ces animations-là, mais en plus, cette connaissance-là historique est ancrée en eux-mêmes. Ils savent, de par la petite histoire aussi qui est racontée par les animateurs et les organisateurs de ces ateliers-là, que la monnaie a été frappée à telle époque, et voilà comment c'était fait. Il y a aussi en été, mais je ne sais pas si tout au long de l'année ça existe aussi, il y a des marchés de producteurs locaux nocturnes. Nocturnes, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça permet aussi d'allier l'histoire avec aussi économiquement à travers ce genre de tourisme. Ils organisent également des chasses au trésor. Donc dans ces chasses au trésor, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'anecdotes de l'histoire de l'époque, ce qui permet donc d'allier le côté ludique mais aussi instructif de l'histoire. Et ce qui est aussi très intéressant et ce qui est fait pas mal à certains endroits, ce sont ce qu'ils appellent des visites théâtralisées. Donc vous allez vous visiter l'intérieur du château avec des personnes qui sont déguisées avec des vêtements de l'époque et qui peut-être utilisent un certain langage. Donc ils baignent dans cette visite-là, on baigne non seulement dans le côté historique, mais on baigne, disons, ils essayent de recréer une certaine atmosphère qui permette d'ancrer l'histoire et d'allier encore une fois la visite instructive, mais aussi de la vivre pleinement. Donc ça va créer une sorte de mémorisation affective, et c'est ce qui permet encore une fois de valoriser le patrimoine et de l'allier à la connaissance historique et du mode de vie des habitants de ce lieu-là, du moins de ce que l'on veut partager du mode de vie de ces habitants-là. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce château-là, l'extérieur et certainement aussi l'intérieur, a servi de décor à certains films, peut-être historiques. Je ne sais pas lesquels, mais c'est ce que j'ai lu. Donc, ça permet le tournage très intéressant de films, mais aussi ça permet de bénéficier d'un soutien financier pour pouvoir maintenir tout ce patrimoine historico-culturel. De monument aux morts, c'est pas une sorte, il y a un monument aux morts, donc symbolique des combattants, avec différents écriteaux sur des phrases, certainement ou pas écrites par des personnes de l'époque qui ont participé ou non à la guerre, et puis ce sont un peu des réflexions en quelques phrases sur leur état d'esprit, sur ce qu'ils pensent sur différents sujets, notamment sur la guerre, sur la paix, sur l'engagement patriotique, sur la mémoire, sur le combat, sur la justice, sur la paix. Bref, tous ces symboles-là, sur la solidarité, bref, tous ces symboles-là c'est très intéressant d'en faire une sorte d'analyse sémantique, parce que l'être humain finalement symbolique par sa sémantique va pouvoir agir selon ses besoins
notamment le besoin d'appartenance et le besoin d'accomplissement, on va chercher à orienter et à satisfaire ces besoins pour défendre une cause. Donc celui qui va aller faire la guerre va être dans un sentiment de justice totale, c'est-à-dire que je défends mon pays, ou je défends ma nation, je défends ma famille, peu importe, et dans un sentiment de justice, de solidarité et de patriotisme. Alors qu'une autre personne qui sera peut-être son voisin ou même un membre de sa famille aura un sentiment tout à fait opposé et verra ces actes comme étant des actes barbares, contre nature, et qui sont insensés pour l'homme, que d'aller tuer ou combattre, peu importe les causes. Voilà. Donc les causes ou la notion du juste, du bien sont questionnées ici. De nombreux philosophes durant la nuit des temps et jusqu'aujourd'hui ont questionné ces choses-là. Et pas seulement les philosophes, et aussi dans le domaine religieux et de la vie de l'être humain en général, de l'être humain conceptuel.